Amis téléspectateurs qui nous suivez en ce moment, recevez nos salutations patriotiques. Nous voici une fois de plus dans notre émission habituelle Historico. Historico est une émission, une page d'histoire, parce que nous voulons justement faire prendre à notre population que vous êtes la vraie histoire, mais en même temps que celle-ci puisse apporter en plus en ce qui concerne le mois patriotique. Donc notre identité, il faut nécessairement la bâtir sur notre histoire, mais alors la vraie histoire. On a commencé cette histoire depuis un bon bout de temps, nous sommes partis du XIVe siècle et aujourd'hui, nous avons pensé qu'il fallait introduire une version avec échange, avec un invité, mais cet invité, c'est d'abord un patriote. Patriote parce qu'on l'a découvert dans le Petit Chose et on aimerait bien faire la promotion de ce dernier parce qu'aujourd'hui on ne vous présente que ceux qui sont des grands, mais il y a aussi des gens qui sont véritablement des patriotes qui ont fait du bon travail, qui ont répondu à l'appel qui dit je ne me pose pas la question de savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce que je peux attendre d'une nation, mais par contre qu'est-ce que moi je vais faire ou qu'est-ce que j'ai fait pour la nation. Donc aujourd'hui nous avons quelqu'un dans notre émission que nous allons recevoir dans cette émission, vous allez les découvrir. Cette émission vous parvient dans des conditions les meilleures parce qu'il y a ceux qui sont en train de s'affairer dans les machines et moi-même qui vous présente, c'est M. David Kalonji Koleshamatamo Lutumba Nestor. Je vais devoir m'adresser à notre invité, M. Jean-Jacques Mamba, hier et aujourd'hui honorable député. Je ne sais pas, qu'est-ce que cela change, M. Jean-Jacques? Pas grand-chose, c'est juste une possibilité pour moi qui s'ouvre de porter les questions qui me sont à cœur sur la place publique avec l'autorité et me conférer par ceux qui m'ont élu. Ça change quand même substantiellement parce qu'avant nous avions participé au débat sans qualité aucune, sans pouvoir contraignant. Mais maintenant, avec les responsabilités que nous avons, nous saurons porter sur la place publique un débat avec espoir qu'il y aura des modifications substantielles dans la manière de gérer ce pays. Est-ce que vous croyez réellement dans la grandeur de ce pays? Ce pays est très grand, à tout point de vue, une très grande population, un pays immensément gâté par la nature. Je parle du sol et du sous-sol, je parle du climat aussi. Et puis vous avez une grande richesse humaine parce que nous avons une population qui est jeune, en soif de travail, en soif de travailler. Naturellement, il n'y a pas de, comme on peut le constater, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de débouché. Mais c'est quand même une grande richesse lorsque vous avez une population qui est, dans la moindre mesure, à plus de 80% jeune. Ça veut dire que vous avez l'énergie qu'il faut. Il faut la faire coïncider avec des besoins et des moyens pour que ce pays explose et que ce pays soit, si vous voulez, comme on le dit tout le temps, une locomotive pour ce continent. Faites-moi des bonnes politiques, je vous ferai des bonnes économies. Vous êtes économiste de formation, vous êtes passé par, vous avez forgé vos armes à l'université de Kinshasa, vous êtes passé à Louvain-la-Neuve, donc vous êtes la personne la mieux indiquée par rapport à l'histoire de ce beau et grand pays. Nous avons connu la colonie belge, nous avons aussi connu l'indépendance, l'État indépendant du Congo belge. À ce jour, il y a eu des déclarations, comme par exemple, je tire au hasard, la déclaration du roi de Belge, qui lui dit, bon, le Congo belge, le Congo indépendant, c'est l'œuvre de ma pensée. Je l'ai mise en valeur avec ma poche, c'est l'œuvre de mon esprit. Apparemment, c'est comme si il semble dire, je suis l'auteur, j'ai le droit. Vous estimez que c'était mal présenté les choses ou bien c'est dans la logique des choses, bon, une histoire d'un destin d'un pays par rapport à un autre pays? Vous savez, partout dans le monde, les pays se sont constitués suivant certaines histoires. Nous avions la conférence de Berlin, c'est vrai qu'avant cette conférence, ce territoire était informe, c'était un territoire qui avait des peuples qui n'étaient pas organisés. Il y avait à l'époque des empires, mais il n'y avait pas de délimitation géographique que nous connaissons actuellement. Il y a eu scission entre certains peuples. Vous prenez par exemple le peuple Luba qui, au niveau de la frontière de Lunda, c'est-à-dire vers l'Angola, a été scindé. Le peuple Congo a été scindé.
Vous avez de part et d'autre à Brazzaville, on parle le Lingala comme on le parle ici. Vous avez plusieurs peuples comme ça qui ont été scindés par une décision politique de la conférence de Berlin. Et donc je peux accepter dans une certaine mesure que l'intelligence, si vous voulez, le bon vouloir, ou au mieux dire l'égoïsme de ce roi a fait effectivement que nous nous retrouvions dans la configuration actuelle. Ce n'est pas une décision des Congolais, on doit le dire. Après, au-delà de cela, il y a aussi le fait que le pays étant créé, nous devons l'assumer. Il y a aussi le fait que voilà, nous sommes un continent géographiquement constitué et que nous sommes africains parce que nous avons une appartenance culturelle commune, nous avons des langues communes, nous avons des vécus communs. Comme je l'ai dit ici, il y a beaucoup d'empires qui ont été scindés par la volonté des personnes étrangères. Oui. Et donc nous devons assumer cet état des choses et arrêter de continuer à se plaindre, à se lamenter. Je veux dire que dans une certaine mesure, indépendamment de ce que le roi belge ou quelconque autre roi aurait fait en Afrique, aujourd'hui il est un fait, l'Afrique appartient aux Africains et en somme dirigée par des Africains. Maintenant, sont-ils responsables? Prennent-ils le destin en main? Donnent-ils à chaque pays la destination qu'il faut? Ça, c'est un autre débat. Mais il y a certaines voix qui soutiennent, et je veux peut-être vous poser cette question, que le Congo particulièrement, il ne sait pas reconnaître ses meilleurs pionniers, les personnes qui ont travaillé le plus pour que le Congo soit aujourd'hui. C'est-à-dire que dans l'histoire, s'il faut remonter au XIVe siècle, il y a eu ceux qui ont bataillé sérieusement pour que le pays naisse, mais apparemment c'est comme s'ils sont jetés dans les oubliettes. Mais c'est vrai qu'il est difficile de construire une histoire, je veux dire, opposable à tous, dans un pays où il y a plusieurs petites histoires, où il y a plusieurs peuples, où il y a plus ou moins 400 ethnies. Il y a des faits historiques, pour ne pas aller au XIVe siècle, mais quand on revient à l'histoire récente des indépendances, où nous avons eu des pionniers comme des Lumumba à l'époque qui ont effectivement fait en sorte que nous soyons premièrement indépendants et que nous assumions notre destin en tant que Congolais. Maintenant, s'il faut revenir à Livingstone, il faut revenir à Stanley. C'est dit dans l'histoire, il est connu qu'il y en a un qui a découvert l'embouchure. Voilà, mais je veux dire que ce n'est pas de cette histoire-là qu'il s'agit. En tout cas, je ne m'identifie pas à cette histoire. Parce que cette histoire, à l'époque, nous n'avions pas d'imprimerie, ce n'est pas nous qui l'avions écrite. Et donc, c'est leur histoire, c'est leur ressenti. Ce sont, voilà, ça ne concerne que ceux qui avaient la possibilité d'écrire peut-être avant nous. Mais comme je le dis, c'est une autre époque. Maintenant, ce que nous devons écrire, c'est notre histoire. C'est comme aujourd'hui, le Japon qui a été bombardé pendant la guerre mondiale a écrit son histoire bien après et trace son chemin. C'est comme la Chine aussi, qui était un peuple oublié, mis de côté, marginalisé. Aujourd'hui, la Chine s'impose sur le monde économique. Elle écrit une nouvelle histoire. Et je crois que à notre niveau, en tant que politique, en tant que patriote, en tant que Congolais, voilà, nonobstant tout ce qui a été raconté, tout ce qui a été dit, et des fois certains sorts qui nous ont été jetés, nous devons nous assumer et construire ce que nous voulons de ce pays. Parce que nous avons déjà la volonté commune de vivre ensemble. Ça ferait un demi-siècle que nous sommes le Congo, ou plus d'un demi-siècle que nous sommes le Congo, et que nous assumons nos limites géographiques, que nous assumons nos divergences culturelles entre les peuples, et que nous avons quand même l'envie de faire le chemin ensemble pour que nous soyons une nation forte. Parce que nous ne sommes pas un pays dont l'identité est unique, parce que vous allez aussi remarquer que dans d'autres pays, il y a plusieurs peuples aussi. Lorsque vous allez au Nigeria, lorsque vous allez au petit Rwanda, au Ouganda, Burundi, il y a quand même cette diversité de langues, diversité culturelle entre les différentes ethnies qui constituent ce peuple-là. Oui. C'est vrai que chez nous, c'est particulier parce que nous avons quand même plus de 100 dialectes, donc c'est pas évident à gérer. Mais nous avons quand même fait le choix de cheminer ensemble et nous devons non seulement l'assumer, mais se battre chacun pour que ce rêve devienne une réalité et que nous arrivions à nous faire respecter en tant que Congolais. Vous parlez du rêve, c'est un fait, mais il y a quand même des références parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu l'œuvre de Léopold II, il a pris ce pays en 1885, mais en 1903 déjà, le Congo démocratique faisait partie des grands producteurs du coton, non plutôt du caoutchouc, et il a fait la fierté quand même du roi de Belge, et même peut-être aussi de jaloux au niveau des grandes puissances. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, quand on veut parler de cette gestion, parce qu'arrivé à 1960, évidemment, nous avions quand même des structures en place, un pays avec toutes les chances possibles de décoller économiquement, et que de 1960 jusqu'à ce jour, on a comme l'impression que c'est le jour et la nuit. Est-ce que vous ne trouvez pas que
ce que vous aviez dit qu'il faut qu'on se prenne en charge nous-mêmes. Peut-être que nous y sommes allés un peu plus tôt et qu'on n'a pas été à la hauteur pour traîner ce pays comme étant la tête de locomotive, tu l'as évoqué tout à l'heure, pour l'Afrique centrale, l'Afrique elle-même. Et on a comme l'impression qu'il y a quelque chose qui semble ne pas en tout cas s'accorder. Dans la tête de roi Léopold II, dans la tête de Stanley, apparemment c'était comme s'il voulait jeter la lumière en Afrique. Le Congo démocratique était pratiquement la tête de locomotive sur le plan économique, sur le plan culturel. Mais malheureusement en 1960, on n'a pas pu prendre le relais. Est-ce que c'est pas ça votre impression? Et puis ça ne peut pas jouer dans le calcul parce que vous arrivez aujourd'hui au Parlement pour pouvoir peut-être redresser les choses. Bon, déjà, il faut noter que lorsqu'on parle de la Belgique, c'est quand même le seul pays qui, après la Deuxième Guerre mondiale, est sorti sans dette. Sans dette. Et ça peut justifier aujourd'hui que le siège de l'Union européenne se retrouve en Belgique parce que la Belgique a aidé tous ces pays à s'affranchir du nazisme, à s'affranchir de la guerre qu'imposait Hitler dans le monde entier. Et donc c'est de par les ressources qu'il y avait dans ce pays que la Belgique est sortie sur tête haute et elle a construit le respect autour d'elle à travers son histoire. Donc ça c'est quand même un élément que les gens doivent savoir. Maintenant, la deuxième partie de votre question, elle est très intéressante dans la mesure où il faut que nous soyons en mesure d'assumer notre échec. Et notre échec se résume en deux choses, les responsabilités et la complaisance. Vous savez, généralement, ce qui se passe avec nous, notre communauté, c'est que on nous explique ce que nous sommes par d'autres personnes. Nous avons tendance à l'admettre et à s'y complaire. Vous prenez l'exemple de l'Afrique du Sud. Vous prenez les chiffres de l'Afrique du Sud avant l'apartheid. Non, pas avant l'apartheid, avant que... entre guillemets, les Noirs reprennent le pouvoir. Oui. Vous prenez la même situation en Afrique du Sud, la même situation au Zimbabwe, et vous allez constater que c'est une catastrophe. Ça veut dire que vous avez des chiffres et des indicateurs qui sont divisés par 10. Vous avez Zuma qui est accusé de mauvaise gestion, qui prend 1 million, 2 millions pour sa résidence privée, et ainsi de suite. Et lorsque vous voyez la stabilité qu'il y a en Namibie, la cohabitation qu'il y a, la coexistence des communautés blanches et des communautés noires, peut, entre guillemets, expliquer, si vous voulez, la stabilité économique de ce pays. Stabilité économique et stabilité politique. Maintenant, est-ce que c'est un mauvais sort? Est-ce que nous sommes condamnés à être complaisants? C'est-à-dire que parce que nous sommes des Noirs, parce que nous avons les affaires, parce que lui c'est mon frère, le fait qu'il est mon frère lui attribue une certaine forme d'immunité, de telle sorte que lorsqu'il gère mal la chose publique, je préfère partager la mauvaise gestion avec lui. Ça veut dire me retrouver dans cette mauvaise gestion et en tirer les dividendes que le décrier pour le bien de tous. Et malheureusement, je crois que notre faiblesse aussi, c'est que les Européens ou nos colonisateurs ont voulu faire des pays, alors qu'en réalité, il y a des prémices pour construire un pays. D'abord, il y a l'unicité linguistique. Il faut que nous nous identifions tous par une langue. C'est ce qui se passe en Chine. Toutes les grandes puissances, vous allez remarquer que généralement, le premier indicateur de réussite, c'est la langue. Je le dis pourquoi? Parce que ce qui se passe en Afrique, c'est que lorsqu'il y a une tribu qui monte au pouvoir, vous allez remarquer que c'est cette tribu-là, ou c'est la langue parlée par cette tribu-là, ou ceux qui s'identifient dans ces tribus qui se retrouvent un peu plus vite que les autres. Et c'est comme cela que même dans notre pays, quand Kabila est arrivé, on parlait Swahili, et c'est resté comme ça, et tous les Swahiliphones avaient l'impression qu'il y a eu émulation, et que c'est eux qui avaient le pouvoir, et que donc désormais, ils pouvaient avoir un ascendant sur les autres tribus. Donc je pense qu'à ce niveau-là, Mobutu a essayé, mais malheureusement, il n'a pas prêché par l'exemplarité lorsqu'il est allé dans Tatabo Moko, Mamamo Boko, en mettant des gouverneurs d'autres provinces à aller gérer certaines provinces. Il avait compris cela. Malheureusement, il n'avait pas la force pour prêcher dans l'abnégation et être exemplaire pour que les gens l'assimilent. Et donc, effectivement, en Afrique, le fait que nous avons plusieurs ethnies et plusieurs langues pose un problème, parce qu'à chaque fois que par le fait de la démocratie, l'ethnie la plus nombreuse, ou l'espace linguistique, ou si vous voulez, ceux qui partagent la même langue, et s'ils sont les plus nombreux, ils sont portés au pouvoir. Et naturellement, lorsqu'ils sont portés au pouvoir, vous avez effectivement toute cette nébuleuse de clientélisme, de népotisme qui est ethno-tribal et qui mine le développement d'ensemble. Alors lorsque vous allez dans des pays comme l'Europe, vous allez constater qu'ils cherchent à s'unir. Lorsque vous êtes dans la France, un Français de Marseille, de Toulouse se considère d'abord comme un Français, mais la langue facilite le tout.
Et d'ailleurs, pour prendre un exemple très récent, c'est celui de la Belgique. La Belgique est sur la voie de la scission parce que vous avez des Flamands qui sont majoritaires et qui parlent flamand, qui considèrent que dans leurs universités, alors que dans les années 70, c'était les Belges francophones. On enseignait le français à l'université de Gand, par exemple, dans ces années-là, parce que les Belges avaient l'économie, ils avaient le charbon et puis ils avaient le Congo. Et lorsqu'ils ont perdu le charbon et le Congo, les Flamands se sont réorganisés. Et maintenant, lorsque vous êtes en Flandre, que vous ne parlez pas néerlandais, vous ne pouvez pas y vivre. Donc c'est pour vous montrer, même dans des pays très développés, à quel point le problème de la langue et de la culture peut constituer un frein au développement. Et dans nos pays, c'est pareil. Parce qu'à l'époque, il y avait Mobutu qui s'est même efforcé d'avoir toutes les provinces autour de lui. Mais M. Kabila n'a pas fait cet effort. Et depuis que M. Kabila est arrivé, vous avez 70% dans tous les gouvernements qui sont swahiliphones. Parce qu'on vous dit que l'Est ou l'Ouest ou le Katanga fait nourrir le Congo et que bon, voilà, Et donc, bref, on se retrouve dans des situations où vous avez Matata Ponyo qui a développé... Est-ce que là, vraiment, il ne faut pas craindre que si aujourd'hui vous avez un Moulouba à la tête, surtout que c'est une grande tribu, ça peut facilement aussi... Mais il faut que M. Tshisekedi fasse attention. Par exemple, il a 110 conseillers. Sur les 110 conseillers, il y a 80% d'entre eux qui sont Luba, en tout cas du Kasaï. Comme je vous l'ai dit, M. Matata Ponyo, alors que Kinshasa pourrissait, il a quand même pensé à Kindu pour qu'il y ait du courant à Kindu, des hôpitaux et ainsi de suite, parce que c'est chez lui. Et donc, je veux dire que... on a bien vu quand M. Tshibala est devenu Premier ministre. Il a même sorti une circulaire qui interdisait aux gens de parler une autre langue parce que tout le monde parlait Chiluba, parce que c'était l'ethnie majoritaire. Je crois que ces problèmes-là sont sérieux et doivent être encadrés par la loi et l'exemplarité. Donc lorsque vous êtes chef d'État ou que vous êtes ministre et que vous savez prêcher cette chose, l'unicité, prêcher la nation, prêcher plutôt le pays que de prêcher... Vous n'en ferez pas vraiment un cheval de bataille maintenant que vous êtes au Parlement? Oui, mais c'est quand même compliqué. Vous voyez, nous ne sommes pas aux affaires, nous sommes au Parlement. Donc nous sommes là pour légiférer, faire un contrôle parlementaire. L'exemple viendrait bien d'en haut, donc il faudrait bien que M. Tshisekedi, dans ses arbitrages, essaie de voir comment est-ce qu'il peut au mieux annihiler ce genre de velléité. Il faudrait que le nouveau gouvernement qui arrivera ne soit pas comme celui des deux précédents. Ça veut dire, je parle de Matata 1 et Matata 2. Par exemple. Il faudrait qu'on ait, si vous voulez, cette diversité qui fait le Grand Congo, où vous avez toutes les 26 provinces dûment représentées. À la limite, faire un gouvernement de 26 ministres avec un par province donnerait vraiment une image très forte en respectant la parité. Je crois peut-être. 13 femmes, 13 hommes et un par province. Je pense qu'on va quitter le clivage politique et le clivage linguistique pour que les gens vraiment travaillent pour leur pays. Monsieur Jean-Jacques, cette émission vous reçoit pour la première fois parce que tout simplement vous êtes un patriote. Patriote, c'est-à-dire que nous sommes au-delà de limites de partis politiques. On aimerait bien vous recevoir dans une préoccupation, c'est seul de savoir, en étant congolais, c'est une grâce particulière d'être congolais, parce que vous êtes né là, c'est une chance pour vous. Mais qu'est-ce que vous avez fait à cette nation, à ce pays qui vous a enfanté aujourd'hui? Nous constatons curieusement dans votre parcours que vous avez été à l'université, aujourd'hui vous êtes un homme d'affaires, mais qu'est-ce que vous avez fait concrètement qui puisse aussi faire du bien à la nation dans votre parcours, pour dire qu'effectivement, si vous êtes fidèle dans les petites choses, vous le serez aussi dans les grandes? Écoutez, vous savez, ce n'est pas très aisé de parler de soi, surtout lorsqu'on est obligé de se jeter des fleurs, ce qui n'est pas mon intention. Après, je peux me plier à l'exercice, celui d'expliquer plus ou moins ce que j'ai pu faire ces 20 dernières années. Déjà, avant que je sois en politique, j'étais dans le monde associatif. Et je suis jusqu'alors... comme on peut dire, président d'une ONG internationale qui s'appelle les Amis du Congo et qui a même le statut consultatif auprès de l'ECOSOC, qui est le Conseil économique et social des Nations Unies. Et à ce titre-là, nous envoyons des rapports quadriennaux dans lesquels nous partageons avec l'ensemble des ONG du monde entier. Nous donnons des avis et conseils sur la marche du monde, en ce qui concerne les objectifs mondiaux de lutte contre la pauvreté, tous les objectifs d'environnement, de genre, de violence, dont nous assistons, si vous voulez, aux assemblées des Nations Unies et nous sommes consultés lorsqu'il y a des questions et nous participons à des conférences. Donc, j'ai commencé dans ce monde-là. Après avoir obtenu ce statut, mais j'ai vu que la plupart des points de vue que nous défendions pour le Congo ne trouvaient pas d'écho
Parce que nous-mêmes n'étant pas sur la scène politique, aucun pouvoir décisionnel, aucun pouvoir d'influencer la décision dans un sens ou dans un autre. C'est comme cela qu'à un certain moment, en 2006, j'ai adhéré au MLC. Et en adhérant au MLC, je continue mon parcours politique. Et donc, dans le cadre de cette ONG-là, pour aller très très vite, nous avions eu le statut parce que nous avons su démontrer, parce que ce statut-là n'est pas gratuit. Qu'est-ce qui vous a séduit le plus pour aller dans le MLC, non pas dans les autres partis politiques? Je vais y venir. Je vais essayer de boucler la page ONG. Pourquoi? Parce qu'en réalité, pour obtenir le statut consultatif, il faut faire des choses. C'est-à-dire que vous devez présenter un bilan des différentes activités que vous avez fait au pays et vous avez tout un comité aux États-Unis qui se réunissent pour analyser l'ensemble des activités que vous avez faites et si ça mérite effectivement que vous ayez ce statut. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons eu plusieurs actions. On a formé des gens ici, c'est-à-dire on a financé des formations pour certains experts en économie agricole. Nous avons à l'époque à l'université protestante fourni à peu près 8000 bouquins et 40 ordinateurs pour la salle informatique. Nous avons initié un commerce équitable sud-sud, ça veut dire nous avons travaillé avec des camions pour aller dans des provinces comme Bandundu, normalement Kikwit, et précisément dans un village qu'on appelle Païkongila, où nous avions une association d'agriculteurs à qui nous achetions leurs denrées à des prix très raisonnables pour leur permettre de vivre, et nous venions revendre ici. Et donc, il y a même une vidéo sur YouTube, je vous l'enverrai. Vous verrez tout ce qu'on a fait dans le domaine de l'éducation, de la santé et tout ça. Donc, nous avons eu ce statut-là. Mais comme je vous le disais, maintenant, on va parler du MLC. Voilà, j'ai été buté à un moment à un problème. Le problème était que je ne savais pas aller au-delà de la bonne intention, au-delà du débat conscientisant. Ça veut dire que je peux passer sur une chaîne de télévision, je dis comment les choses peuvent se passer, mais je sens qu'il y a même ceux qui décident ne regardent même pas la télévision, donc finalement c'était devenu très compliqué et j'ai commencé à m'intéresser, si vous voulez, à la gestion de la chose publique, notamment à la politique. Et il me fallait choisir un parti. Donc j'étais à Bruxelles en ce moment-là et le parti qui m'avait le plus attiré de par la qualité de ses animateurs, c'était le MLC. À l'époque, il y avait Boussa, il y avait François Mwamba, Olivier Kamitatou, le président Jean-Pierre Bemba lui-même et tous ceux qui l'accompagnaient. Et j'étais très attiré par ce monde-là, d'autant plus que mon idéologie est de droite et je me suis dit, effectivement, c'est le parti qu'il me faut. Et donc, nous sommes aujourd'hui en 2019, ça fait 13 ans que je suis dans ce parti. Qu'est-ce qu'il tient comme particularité? Parce que c'est quelqu'un de votre génération, Jean-Pierre Bemba, mais à un moment donné, vous avez fait le choix. Vous avez dit, je vais dans le MLC. Y avait-il quelque chose de particulier dans la personne qui vous a le plus attiré? Bon, déjà à l'époque, nous étions tous peinés de voir la situation de ce pays avec les guerres. La manière dont nous avons été attaqués par les Rwandais, ainsi de suite. Et il faut considérer que M. Jean-Pierre Bemba à l'époque constituait un rempart. Souvenez-vous de l'Union pour la Nation. Donc c'était l'espoir en ce moment-là de mettre fin, lui-même il renfermait l'espoir de mettre fin aux velléités d'annexion, de balkanisation du pays. Et je pense que toute la nation, en tout cas tous ceux qui aimaient ce pays à l'époque, au travers de l'Union de la Nation comme au travers du MLC, se sont joints aux efforts de M. Bemba pour effectivement faire un contrepoids sérieux. Malheureusement, vous savez ce qui s'est passé. Mais je crois que la lecture de ce moment-là, en ce moment-là, c'était celle-là. Et il y avait aussi un choix personnel qui était lié à ma philosophie politique. Je suis une personne de droite et le MLC à ce moment-là était un parti de droite, c'est-à-dire un parti qui privilégie le partenariat. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'en réalité, je vous ai parlé de l'ONG, mais après cela, je me suis retrouvé plusieurs fois chef d'entreprise. Je suis actuellement à la tête d'un groupe d'une entreprise. Je ne vais peut-être pas citer le nom ici, mais je gère plus ou moins 40 à 50 personnes. Ça fait 5 ans. Je suis aujourd'hui à la tête de CCTV aussi. On a essayé d'apporter les réformes, enfin dans la mesure du possible, on a essayé d'améliorer les choses. Je me suis retrouvé aussi directeur général d'une compagnie panafricaine qui s'appelle la Sky Airlines. Je suis resté directeur général pendant 3 ans. Donc je veux dire que ces 20 dernières années, tout mon parcours est émaillé, si vous voulez, d'expérience professionnelle, tant dans le domaine humanitaire que dans le domaine privé. D'accord, c'est bien beau, mais on vous a vu venir dans cette entreprise qui est CCTV, mais tout de suite on a vu quand même ce que vous aviez fait, c'est notamment le changement, il est perceptible, on le voit. C'est dire que vous avez un secret particulier en matière de gestion ou bien vous vous fiez uniquement à tout ce qui est comme principe de gestion et que vous pouvez recommander peut-être au peuple congolais parce que en si très peu de temps,
vous êtes arrivé à faire ce que nous voyons. Si ce n'est que ça, pourquoi ça traîne, ça titube encore pour le pays, ce qui veut dire que ce n'est que ça comme recette que tu peux mettre à la disposition des Congolais pour faire mieux. Si c'était le cas, alors ils sont là, dites-le. Bon, vous savez, il y a quelque chose qui est quand même très intéressant, c'est... je pense que ce que les gens ont pu observer, je suis à CCTV, vous pouvez vous renseigner lorsque j'étais à Sky, parce que j'ai beaucoup travaillé à Sky. Je crois que c'est un état d'esprit. Je ne pense pas avoir des facultés particulières ou encore moins être, entre guillemets, un spécialiste de gestion de management. Non. Mais je pense que c'est un état d'esprit. Et l'état d'esprit qui m'a toujours animé dans ce que je fais, c'est que le mieux est toujours possible. Oui. Et que dans une entreprise qui engage des gens, il y a des principes élémentaires. Ouais. Les gens qui travaillent doivent être payés et les gens qui consomment doivent être satisfaits. Ça veut dire que c'est une entreprise qui preste, qui fournit des services. Il faut que l'audience auprès de laquelle nous adressons soit satisfaite de ce qu'elle voit à l'image. Ouais. Mais il faut que les personnes qui y travaillent à cette satisfaction soient rémunérées. Je crois que c'est un principe de base. Ouais. Après, vous avez autour de vous l'État et les autres obligations à remplir. Et je pense que nous essayons, malgré la conjoncture et malgré notre positionnement politique, de faire de CCTV une chaîne plus ou moins moderne où aujourd'hui tout le monde est payé par voie bancaire, même si ce n'est pas un salaire signifiant. Mais je crois que depuis que je suis là, ça va bientôt faire une année que tout le monde est payé par voie bancaire. Peut-être pas une date fixe, mais en tout cas tous les mois les gens sont payés par voie bancaire et que nous essayons de faire en sorte que les gens se retrouvent, que les gens qui ont fait 20 ans, parce que j'ai trouvé des personnes qui ont fait 20 ans ici, soient fiers de dire je travaille à CCTV, oui, voilà. Parents, enfants qui veulent lui rendre visite au travail, arrivent au travail et sans que son enfant, son père ou son épouse travaillent dans des bonnes conditions. Je veux dire que c'est un état d'esprit et j'espère que je pense aussi que parmi ceux qui vont venir maintenant avec cette nouvelle vague de politiciens, de dirigeants, il y aura des personnes animées de cet état d'esprit qui se disent que bon, voilà, on n'est pas parfait, mais on peut mieux faire. Voilà. On vous a vu quand il y a eu la cassure de la route qui nous mène au Bas-Congo. Vous êtes passé là-bas quelques minutes après le chef de l'État. Mais ce qui m'a le plus intéressé, c'est vos déclarations par la suite. Vous avez semblé parler de la civilisation, c'est-à-dire pour être civilisé, mais par moments il faut des contraintes, il faut qu'en même temps on met les gens dans des bonnes conditions, mais il faut aussi que la loi suit, connaissez des contraintes des gens pour ne pas aller dans le dérapage. C'est à conclure que même s'il faut parler de la civilisation, mais il faut toujours avec la loi là derrière. Est-ce que ce n'est pas un peu léopoldien, ça un peu? Non, non, vous savez, l'être humain, par définition, c'est une personne qui aime la liberté. Oui. Ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas de règles, ça passe vite au libertinage. Je vais vous donner un bête exemple. J'ai vécu en Belgique et j'y suis né d'ailleurs, même si j'ai gardé ma nationalité. Oui. Il est arrivé à un moment donné que je devais habiter chez moi et que je recevais des factures d'électricité. Oui. Et que chaque fois ces factures venaient, elles étaient salées parce que je n'arrivais pas à les payer. Oui. Et que lorsqu'un conseiller en électricité m'a expliqué voilà pourquoi vous payez cher, vous avez laissé vos lampes allumées, voilà ce que vous devez faire, il m'a donné une série de conseils. Oui. Et lorsque je les ai appliqués, ma facture a baissé. Oui. Par contre, j'avais des courriers des huissiers, vous savez en Europe, lorsque vous ne payez pas une facture, à la deuxième rappel, ce sont des amis, le huissier arrive, il prend votre télé, il prend tout. Oui. Donc, j'ai développé ce réflexe-là parce que j'étais contraint. Et ce qui se passe, c'est que je ne suis plus en Belgique. Je vis à Kinshasa, mais je ne peux pas supporter de voir une lampe allumée pendant la journée. Ah oui. Parce que c'est resté. Parce que j'ai été conditionné. C'est une dépense en plus, oui. C'est comme ça que vous voyez dans les villes européennes, tout est propre, ainsi de suite. Parce que lorsque vous jetez un papier, il y a des caméras par-ci, par-là, vous payez une amende. Les gens doivent être contraints pour les valeurs. C'est-à-dire, dès lors qu'il y a des valeurs que vous voulez obtenir, il faut contraindre les gens à vous produire ces valeurs-là. Et la meilleure des contraintes, c'est l'amende, c'est la taxe. Je ne suis pas en train de parler de la coercition ou encore de la torture. Je ne parle pas du fait qu'on doit torturer les gens. Mais on doit mettre les gens en face de leurs responsabilités. Comme monsieur, si vous faites telle chose, et même Dieu l'a fait, même dans la Bible, il y a à chaque fois les 10 commandements, et ainsi de suite. Donc, je veux dire que c'est... Les problèmes d'érosion que nous avons, c'est deux problèmes. D'abord, nous avons des problèmes structurels, parce que notre ville n'est plus en mesure
Elle a été construite pour 400 000 habitants. Aujourd'hui, elle a 13 millions. Donc, elle ne sait pas absorber le trafic et les activités de 13 millions de personnes. Il faut absolument étendre la ville. Mais dans une autre certaine mesure, vous avez aussi des problèmes de décharge de déchets. Les personnes veulent des solutions faciles. Donc, lorsqu'elles font à manger, ainsi de suite, elles vont dans les caniveaux et elles jettent. Or, si le contrevenant se retrouve dans ce genre d'ambiance, c'est parce que derrière, il n'y a rien. Imaginez-vous le scénario, on vous attrape en train de jeter, on vous demande de payer 200 $, vous ne les avez pas, on vient chez vous, on prend votre voiture ou votre télévision, le lendemain, vous n'allez pas recommencer. Et donc, si vous ne recommencez pas, votre voisin qui a vu cela ne va pas le faire. Et quel sera l'impact de manière générale? L'impact de manière générale, on aura des villes dans lesquelles les caniveaux sont propres. Et des villes dans lesquelles les caniveaux sont propres, c'est des villes dans lesquelles il y a moins de problèmes liés au bouchage de la circulation d'eau, ce qui provoque les érosions. Donc pour atteindre certains objectifs, il faut passer par la contrainte sur des petites choses. Ça veut dire que ça va créer de la valeur, ça va créer du civisme. Et après, il faut que l'État, au-delà de la contrainte, parce que lorsqu'il perçoit une taxe ou une amende, il faut que cette amende-là finance un service. C'est-à-dire que la personne qui sait qu'il va payer 200 $ parce que cette personne est un contrevenant, elle sait aussi que lorsqu'elle tombe malade et qu'elle va à Moncole, par exemple, elle ne va pas payer parce qu'il y a une mutuelle santé qui est financée par l'État, avec les mêmes 200 $ qu'il a payé. Donc lorsque vous avez un État équilibriste qui, d'une part, est sévère pour produire des valeurs, mais d'autre part, s'assume en tant qu'État et crée des facilités pour ses concitoyens, je pense que le pays avance dans ces conditions-là. Merci, honorable Jean-Jacques. Je vous appelle honorable à la fin parce que tout simplement, je trouve que tu m'as convaincu. Au cas contraire, vous ne passerez pas vraiment dans cette émission. Alors, chers spectateurs qui nous suivez présentement, c'était Historico que nous avons présenté. Cette version, elle ne recevra que uniquement les personnes qui veulent faire ou qui font quelque chose pour les Congo démocratiques en dehors de leurs convictions politiques. C'était M. Jean-Jacques Mamba que nous avions reçu. Au revoir et à la prochaine.